Anne-Sophie, on va commencer par toi. Bonsoir. Anne-Sophie, tu diriges Méusinage, qui est donc une école, tu nous diras un mot tout à l'heure, mais on va regarder une petite image pour comprendre ce que tu fais, mais qui accompagne des jeunes en décrochage scolaire en Absolument. particulier. Donc on se trouve ici au niveau de l'école de production Méusinage qui se trouve à Laval. Nous accueillons aujourd'hui 11 élèves de 15 à 17 ans, plutôt en situation de décrochage scolaire. Nos élèves ont 24 heures d'atelier, 11 heures de cours. Pourquoi 24 heures d'atelier? Parce qu'ils sont sur le principe du faire pour apprendre, c'est-à-dire qu'on part de la pratique pour aller vers la théorie. Et il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie, peut-être plus que dans d'autres structures. Donc quand on s'engage dans une telle aventure, il faut vraiment avoir conscience que c'est un métier passion plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, nous ici, on a 2 tours à commande numérique et 2 fraiseuses à commande numérique qui leur permettent d'apprendre ce métier sur des machines qui sont utilisées dans les entreprises. Il y a 12 industriels membres de mon bureau qui nous soutiennent évidemment. Ils nous soutiennent comment? Déjà par leur adhésion, ensuite par les visites et par les commandes clients qui sont des commandes réelles pour des pièces qui ne vont pas à la poubelle, pour des vraies commandes avec une exigence au même titre que n'importe quel sous-traitant. On a un accompagnement personnalisé qui est propre au référentiel du rectorat, de toute façon, puisqu'il fait partie de la durée hebdomadaire. Mais pendant cet accompagnement personnalisé, on l'axe plus particulièrement sur les maths et les français pour qu'ils puissent se remettre à niveau. 2 choix s'offrent à eux. Soit ils terminent en CAP à l'issue du CAP et ils sont tout à fait employables. Pourquoi ils seront employables? Parce qu'ils seront en lien depuis 2 ans avec des industriels de l'usinage et ce sera beaucoup plus facile pour eux puisqu'ils les auront vus régulièrement, tant au moment des visites qu'au moment des livraisons de pièces, parce qu'on tient à ce qu'ils puissent être en contact d'une manière régulière avec eux pour apprendre le langage, pour apprendre l'exigence, pour apprendre la pugnacité. Là, on a autour de nous des gens, c'est pas des Priscilles, tu vois, qu'on vient de voir, ce sont des gens qui n'utilisent pas aujourd'hui ou qui pensent ne pas utiliser, peut-être qu'il y a de l'IA cachée, j'en sais rien. C'est toi qui vas nous dire, mais en tous les cas, qui n'utilisent pas volontairement, qui ne l'ont pas adopté en termes d'usage et qui vont venir aussi te questionner parfois ou t'apporter un état de réflexion sur ce sujet-là, sur lequel on te laisse réagir. Alors, Anne-Sophie, tu es la première à accepter de jouer le jeu, je te remercie. Est-ce que sur une soirée d'IA, accepter de monter sur scène en tant que je ne connais pas l'IA et je ne sais pas ce que je peux en faire, c'est un vrai courage. Merci à toi. Tu avais 2 points en particulier sur lesquels tu voulais interroger Gilles. Oui, alors moi, le premier point, déjà, Rémi tout à l'heure a mis l'accent sur la pédagogie, l'ingénierie de formation, alors plutôt sur un public d'ingé, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait aussi des pistes de réflexion, moi, qui m'ont intéressée, forcément. Je ne pratique pas du tout, je ne suis absolument pas geek de l'informatique, et l'IA encore moins. J'en suis plus de 50 ans, toujours avec mon papier et mon crayon. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai une vraie problématique puisque j'ai des élèves qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, décrocheurs, 15 ans, donc ils vont être ravis d'apprendre qu'ils sont à l'origine de l'IA en étant gamers. Je vais pouvoir Là, les tu as un mettre, truc à leur ouais, raconter j'ai ce demain truc quand à même. leur Hein. raconter et je vais m'en faire un grand plaisir. Mais en quoi l'IA peut apporter des solutions à ce type de public qui sont gamers, donc quand même pratiquants de l'outil informatique, mais décrocheurs, c'est-à-dire que la scolarité telle qu'on l'envisage aujourd'hui avec des cours magistraux ne leur conviennent absolument pas et avec des difficultés personnelles. C'est-à-dire que chaque cas est différent. Je peux avoir tant des situations avec d'élèves qui ont des troubles autistiques que dyslexiques, dyscalculiques. Enfin, j'ai 11 élèves, 11 cas complètement différents. Et tous ces élèves-là, j'ai 2 ans pour les amener à un CAP, CIP orienté usinage. En quoi l'IA peut m'apporter des solutions? Alors, juste avant de te laisser répondre, Gilles, une petite précision peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du décrochage scolaire. On peut avoir des jeunes qui, quand on entend décrochage scolaire, on peut des fois entendre ils n'étaient pas doués. Non, 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 Ça rien à n'a voir. rien à Ah non, voir. rien à voir. On peut avoir de l'excellence intellectuelle chez certains décrocheurs Absolument. scolaires. Donc voilà, je voulais Absolument. juste te donner ce petit point de précision. D'ailleurs, je ne veux pas essentialiser la réponse, mais moi j'ai décroché. C'est-à-dire que j'ai quitté l'école à 14 ans parce que j'étais le dernier de ma classe.
Voilà, et ça a été... Enfin, je pense que c'est important de le dire, mais ça a été très pénible pour moi. Ça n'a pas été un truc facile. Maintenant, on se dit, OK, c'est super et tout. Et c'est vrai que c'est facile pour moi C'est de le des parcours raconter, douloureux souvent, oui. mais sur le moment, Oui. c'est un peu dur. Ouais. Et donc, je vais pas vous dire, je vais surtout pas vous dire, bah, c'est super parce que maintenant les LLM vont régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais me semble-t-il, en tout cas, la notion de personnalisation est importante. D'ailleurs, ce débat, c'est un débat national actuellement, puisque on a un Premier ministre qui fut auparavant ministre de l'Éducation nationale et qui a fait un choix que, objectivement, la recherche académique condamne, qui consiste à dire on va créer des classes de niveau. PISA, c'est l'OCDE en matière d'éducation, nous dit il ne faut pas faire ça. En fait, vous ghettoisez les élèves. C'est-à-dire que les élèves se sentent stigmatisés, se disent je suis nul, et le deviennent. En réalité. D'ailleurs, c'était mon cas. Hein. Moi, je veux dire, l'une des raisons, je raconte ça, franchement, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si les gens se rendent bien compte de ça, mais moi, quand j'ai eu 13 ou 14 ans, j'étais vraiment le dernier de ma classe. Et mes parents m'ont fait faire des tests de QI qui a montré que j'étais plutôt déficient intellectuellement. Voilà. Et donc, ce qui m'a poussé à leur dire, bah, comme je suis nul, je vais quitter l'école, c'est plus simple. Voilà. Et donc, je suis devenu apprenti dans le bâtiment. Vous imaginez ce que j'en pense aujourd'hui. Hein. Je vois bien. Et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je comprends bien. Et donc, je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, l'une des promesses de l'IA, c'est de créer ce qu'on appelle des agents intelligents, c'est-à-dire des agents personnels. Le problème de ChatGPT, c'est qu'il a une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que au bout de 3 questions, il a oublié ce que vous lui avez posé, et c'est un des problèmes sur lesquels les chercheurs travaillent pour essayer de résoudre ça. On sait à peu près le résoudre. Et donc, si on arrive à créer une sorte de protocole étendu qui comprend la problématique à laquelle vous faites face, donc vous parlez d'élèves, par exemple, qui ont des biais autistiques, qui sont très particuliers, eh bien, on peut probablement organiser un LLM pour qu'il traite ça. Je dis probablement parce que je n'ai pas étudié ce cas-là, etc. Vous avez d'autres formes d'élèves qui ont, par exemple, des troubles de l'attention chronique. Ça, c'est assez commun, et je dirais que le monde moderne n'arrange pas ce genre de choses. C'est une autre façon de créer un protocole. Vous allez avoir une troisième catégorie d'élèves qui ont de la dyslexie. On a démontré de façon extrêmement scientifique que c'est l'une des premières... Les 2 premières causes de décrochage scolaire, je ne sais pas si les gens sont très conscients de ça, c'est des problèmes physiologiques, par exemple les lunettes, c'est dingue. Il y a plein de gens qui décrochent parce qu'ils ne voient pas bien, on n'a pas diagnostiqué qu'ils ne voyaient pas bien, pour le coup ils sont nuls parce qu'ils n'arrivent pas à lire, et puis ils décrochent, et puis c'est terminé. Et s'ils sont dans un milieu un tout petit peu précarisé, ça va aller très vite, et puis c'est terminé. Enfin, je pense que vous voyez ça tous les jours. Absolument. Donc ce sont des choses sur lesquelles on peut espérer que, bah, par exemple, un machine learning fasse un état d'alerte et dise, bah, en fait, votre gamin, a priori, il faudra peut-être aller tester sa vue, quoi. Donc alors je vais vous dire, le drame, c'est que tout ça, je vous l'énonce et ça a beaucoup de sens. Le problème, c'est d'arriver à rentrer ça. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'est beaucoup plus des usages que de la technologie. Et donc, pour créer des systèmes éducatifs qui comprennent ces dynamiques-là, qui les mettent en place, qui fassent en sorte que finalement, elles soient adaptées à chacun et que le professeur ait complètement renversé sa pédagogie, bah, il va se passer probablement des décennies pour faire ça. Et donc, la raison pour laquelle c'est bien d'en parler dans la conférence, c'est que de temps en temps, il y a quelqu'un qui se lève, je sais pas, vous, quelqu'un d'autre, etc., et qui se dit, bah, je vais essayer vraiment de travailler le truc, et qui arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai rencontré, il y a quelques années, quelqu'un qui avait travaillé sur des tablettes qui énonçaient qui disaient, voilà, qui montraient un A. Et puis, on disait, la tablette disait, est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Alors, le gamin disait, ben, je sais pas, ou c'est un A. Il disait, très bien. Puis après, elle montait un phonème, elle montrait B, A. Alors, le gamin disait, c'est bas, etc.
Et alors, l'idée, c'était pas de dire, on va supprimer le professeur, mais c'était des auxiliaires de lecture, notamment pour les enfants qui n'avaient pas de soutien scolaire, qui sont la plus grande injustice dans ce pays. Pourquoi il n'y a pas de mobilité sociale à l'école? Parce que il y a les gamins qui ont, il y a les gamins qui n'ont pas, et Ça malheureusement, dépend sur quel trottoir je suis né, oui. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un très gros truc. Il y a tout un tas de pays qui travaillent là-dessus dans l'extrascolaire, notamment l'Allemagne. Nous, on n'est pas très bon encore sur ce sujet. Donc, encore une fois, l'IA ne va pas résoudre ça, mais si on arrive harmonieusement à l'intégrer dans le protocole pédagogique, elle peut faire probablement pas mal de choses. Et pour autant, aujourd'hui, Anne-Sophie rentre demain, elle retrouve ses élèves demain. C'est des sujets autour de l'IA qu'elle pourrait aborder avec des élèves. Ah ouais, je pense qu'il faudrait, dans l'idéal, faire un partenariat avec. On va t'envoyer Rémi, Anne-Sophie. Voilà, en fait. avec un. Il est là. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire le deal. J'ai pris bonne note. Mais je me suis dit, j'ai un trio là, Anne-Sophie, Rémi, Priscille. Moi, j'ai fait mes paris avant déjà. Mais enfin, on est tous extrêmement touchés, et moi, à l'égard de ce que j'ai décrit tout à l'heure, encore plus, mais par ces situations. Enfin, moi, je trouve que l'absence de mobilité sociale à l'école, c'est le contraire de la promesse de la République. Et donc, je pense que oui, c'est chez vous qu'on doit essayer ces technologies en priorité, parce que Avec plaisir. on peut faire des choses intéressantes. Oui, et puis surtout qu'ils ils sont hostiles aux formes d'apprentissage telles que Très classique et processé, en fait. Et ça, ils sont forcément hostiles parce qu'ils se sont braqués, en fait, pour des raisons qui leur sont propres et différentes pour chaque élève. Mais néanmoins, ils sont en attente qu'on leur apporte des solutions et ils ont envie d'apprendre et ils apprennent très vite. Dès qu'on appuie sur le bon bouton, ils ont une capacité d'apprentissage qui est impressionnante et qui nous impressionne tous les jours. Donc, je me dis, mince, quoi, il faut qu'on se batte et il faut qu'on trouve les bons outils. Alors, pourquoi pas l'IA, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de le dire, mais ravie de pouvoir travailler demain avec Rémi et avec Priscille pour justement leur apporter ces solutions-là. Et que ça puisse après servir de cas d'école et pourquoi pas avec un grand plaisir. Parce ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main. Ils ne sont pas complètement fermés. Et ils s'ouvrent, donc c'est chouette. Voilà. Voilà, on voulait, à travers le témoignage d'Anne-Sophie, les questions d'Anne-Sophie, toucher aussi du doigt ce type de secteur. Élise, alors Élise, on a encore une étudiante là avec nous, en fait. Moitié étudiante, moitié pas étudiante, parce que tu es déjà chargée d'enseignement, en fait. Oui. Tu es doctorante en droit, mais plus particulièrement en fiscalité du numérique. Et tu t'intéresses, tu as un attrait très poussé pour la fiscalité de l'art numérique en particulier. C'est un truc qui te passionne. Et Élise, n'utilise pas. Élise voulait nous partager 2 ou 3 sujets et échanger avec toi. C'est vrai que moi, je n'utilise absolument pas l'intelligence artificielle, ou alors, et ça a pu être dit, une utilisation implicite, c'est-à-dire par les moteurs de recherche, ou si j'ai bien compris, quand on fait une photo, il y a des processus d'intelligence artificielle derrière. Mais j'ai utilisé ChatGPT et Midjourney un petit peu comme tout le monde pour essayer, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je me tournerai tous les jours. Et c'est vrai que par les domaines qui me touchent, donc en particulier le droit et l'art, je me suis un petit peu retrouvée confrontée à ces problématiques-là, excusez-moi, parce qu'en droit, en final, on a une utilisation de l'intelligence artificielle. Et il suffit un petit peu de se promener dans les librairies pour le voir. Vous avez par exemple Maître Bertrand Perrier qui titre son dernier ouvrage et qui, dans son chapitre terminal, nous présente une plaidoirie qui a totalement été écrite par ChatGPT. Et en fait, on se rend compte qu'elle est totalement valide. Il y a des bonnes références, des belles figures de style, etc. Mais il nous parle dans sa conclusion de ce supplément d'âme qu'il manque à l'intelligence artificielle. Et en droit, on va pouvoir avoir une utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit pour la compilation de données, pour de l'analyse, de jurisprudence, etc., parce qu'on a une massification et de plus en plus, on a une publicité des décisions qui est notamment possible depuis 2016. Et c'est vrai que c'est un outil qui va être très intéressant d'un point de vue statistique. Mais il va y avoir d'autres questions sous-jacentes. Et là, on va faire appel à un petit peu la science-fiction. Donc, Philippe Cadic, qui est très souvent cité, et qui se prête un petit peu parce qu'il avait tout prévu, entre guillemets. Et là, on va parler de justice prédictive.
Et le terme est faussé parce que vous parliez de prédiction au début de cette conférence, mais en droit, en fait, on va plus avoir une justice d'analyse, une justice de statistiques, et cette implémentation qu'on va donner, ce fantasme du juge robot qu'on peut avoir dans l'esprit, qui va avoir une solution un petit peu comme la vérité absolue, ce n'est pas possible. Ce n'est surtout pas possible en droit français parce qu'on n'a pas de système du précédent. Et donc, on va se rendre compte que si l'intelligence artificielle peut donner une solution de droit, et ça a été très bien dit par ma collègue et amie qui est ici présente, qui est docteur en droit public et qui a écrit un article publié sur la question, sur le juge à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Et en fait, elle va venir nous dire que l'intelligence artificielle peut donner une solution de droit qui est totalement valable parce que vous avez un syllogisme juridique, et donc on lui donne les règles de droit avec une hiérarchie et elle va se débrouiller. Mais pour la solution, véritablement la décision du litige, il faut absolument un juge qui soit humain. Et donc, je pense que vous connaissez un petit peu les exemples qu'on peut avoir à travers le monde, que ce soit avec l'Estonie, qui avait déjà eu un juge robot, mais pour des litiges qui étaient quand même assez faibles, c'est-à-dire moins de 7 000 euros, avec aussi le principe que c'était du contraventionnel, donc il n'y avait pas d'élément intentionnel, ou alors le logiciel Compass qui avait été utilisé, que ce soit par les USA ou par le Royaume-Uni, qui a énormément posé de questions parce que en fait, on avait codé, mais on avait codé avec des mauvaises références. Alors déjà, moi, ce qui m'avait posé question quand j'avais vu ça, c'était un logiciel privé qui avait prévu les 137 questions qui devaient être données pour prévoir de la récidive potentielle. Et en plus, on avait des composantes raciales. Et donc, ma question, c'est oui, l'intelligence artificielle, elle sert. Elle peut être très bien pour la compilation de données, mais est-ce que pour une décision juridique, c'est vraiment la meilleure utilisation? Alors, déjà, peut-être un préalable, c'est que moi, je ne suis pas monsieur intelligence artificielle. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour défendre l'intelligence artificielle. Je trouve qu'il y a une rupture quasi anthropologique qui amène cette technologie et ça amène tout un tas de questions nouvelles. Mais ma finalité dans la vie, ce n'est pas d'en mettre partout, quoi. C'est de faire en sorte qu'on crée des sociétés qui sont harmonieuses et dans lesquelles on est heureux de vivre. Maintenant, je vais essayer d'exprimer quelque chose qui est probablement l'antithèse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre de décisions qui sont prises de façon automatique. Quand vous roulez trop vite sur la route, il n'y a plus d'humain. C'est-à-dire que la vitesse est mesurée par une machine, la plaque d'immatriculation est identifiée par une machine, l'élimination du fait qu'il y a un autre véhicule ou pas sur la photo est faite par une machine, et l'expédition de la lettre qu'on attend tous de recevoir est aussi faite par une machine. Voilà. Et vous pouvez payer de façon électronique, par ailleurs. Lorsque vos enfants s'orientent, ils passent par Parcoursup, il n'y a pas d'humain. L'algorithme est publié, vous le trouvez sur GitHub, et sur d'autres sites. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Voilà. Plus récemment, il y a une polémique sur le logiciel de la CAF. OpenFisca, c'est également un calculateur automatique, etc., etc. On va commencer à rentrer sur des choses, je pense, plus subtiles. Vous l'avez dit, l'Estonie juge les cas en dessous de 7 000 euros. Je pense qu'un certain nombre de décisions de droit civil pourraient facilement être traitées de cette façon-là. Et on va le faire pour une raison simple, c'est que l'État est totalement désargenté. Et je crois que la façon dont on peut répondre à cette question, c'est de savoir quelle est la plus grande inéquité. Est-ce que l'inéquité, c'est de ne pas juger les gens dans des délais raisonnables ou de les juger avec une IA qui peut potentiellement introduire des biais? Quand on sait qu'en France, il y a 2,4 millions de jugements par an, on a un corpus de matières premières qui permet d'avoir un référentiel historique très très fort. Alors je sais que vous venez de le dire, c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas comme ça qu'on doit prononcer le droit, mais je pense que moi je me suis retrouvé dans un procès de droit civil pour des histoires de gouttières. Donc c'est parce que je suis président du conseil syndical de mon immeuble. On n'a pas idée. Ouais.
Mais je pense que j'aurais préféré de très loin qu'on me fasse gagner 1 an et demi et que je sois jugé immédiatement, quasi référé, plutôt que d'attendre 1 an et demi alors qu'on a payé toutes les réparations, ça a été réglé, tout ça, et que finalement, j'ai à moitié fait la gueule à mon voisin quand je le croisais dans la rue pendant 1 an et demi, quoi. Et voilà, donc c'est une plaisanterie, mais ces technologies vont envahir la chose publique, et en particulier la justice, et en particulier les enquêtes de justice. Vous avez également 2,5 millions de plaintes qui ne sont pas traitées, qui dorment dans les commissariats, parce que le workflow administratif de traitement est complexe, que le rapprochement des indices, quelque chose de compliqué lorsqu'il est fait par un acteur humain, et que c'est quelque chose que font très très bien les LLM. Donc mon sentiment, c'est que ça va venir. Et j'irai même plus loin, j'ai tendance à penser, mais c'est une appréciation personnelle que vous pouvez ne pas partager, que moi je préfère avoir des biais qui sont introduits et qu'on pourra corriger par des machines pour le droit commun, que d'avoir un déni de droit qui, objectivement, et là j'ai pas envie de citer Bourdieu, mais j'ai très envie de le faire quand même, est une justice de classe en réalité. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un milieu précarisé, moins vous allez être jugé en réalité, parce que vous n'avez pas payé l'avocat qui fait avancer votre dossier, vous n'êtes pas dans les quartiers où en fait les juges sont pas dépassés par le nombre de plaintes. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats qui le disent. Si vous voulez que votre truc mette 6 ans à être jugé, vous allez en Seine-Saint-Denis, parce que c'est là où c'est le plus loin. Voilà. Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard, c'est la nature même de la violence des états administratifs, bureaucratiques tels qu'ils s'expriment. Donc je suis la réponse en quelques mots, c'est que je suis très favorable à ce qu'on introduise une certaine dose d'intelligence artificielle, et que pour éviter les biais les plus évidents, au moins dans un premier temps, elle continue à être supervisée. Et si j'ai pas fini en fait, je vais vous raconter une anecdote assez marrante. C'est qu'il y a je me suis exprimé en fait à la radio il y a 3-4 mois sur ce sujet. J'avais eu à peu près cette réponse. Évidemment, ça fait les chauds de gorge. Vous faites insulter sur les réseaux sociaux, mais ça c'est plutôt marrant. Et il y a un juge qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je lui ai dit mais pourquoi vous voulez me voir? Il m'a dit j'ai des trucs à vous raconter. Il a beaucoup insisté, mais en étant quand même assez elliptique. Puis quand je l'ai rencontré, il m'a dit écoutez, je vais vous dire un truc. En fait, j'en ai eu marre d'être dépassé par mes dossiers. Et j'ai tout mis dans GPT-4. Et je prompte mes dossiers. Et il me disait, bah, plutôt que d'y passer 2 heures par dossier, j'y passe 10 minutes. Voilà. Et moi, je suis à fond pour. Voilà. Donc, c'est hiérarchiser, donner d'un cadre, donner des règles, mais pas forcément plus de biais par la machine que par l'œil humain, mais laisser la main à l'humain sur les choses les plus critiques et la décision finale. Sachant que ce qu'il fait est tout à fait illégal, hein, parce qu'il est en train de mettre des dossiers dans une machine. On est d'accord. Voilà. Oui, mais ça ne sortira pas d'ici. Ce qui se dit à Laval reste à Laval. Merci. Il y avait une dernière, on fera assez vite parce que là, on va finir par vraiment déborder. C'est pas le style de la maison. Ouais, on discutait toutes les deux la semaine dernière alors là, plutôt sur l'IA et l'art en fait, avec tous les sujets qui vont derrière. D'ailleurs, il y a les sujets de la propriété intellectuelle, il y a plein de sujets derrière. On discutait notamment de cette écrivaine qui vient d'être récompensée par le prix littéraire au Japon, qui a d'ailleurs très naturellement dit moi, il y a une partie de mes travaux, de mes itérations que je fais avec l'intelligence artificielle. Et quand il y a un truc que je trouve super beau ou super bien fait, je le garde. Voilà. Et tu avais un petit sujet là-dessus aussi, Élise. Oui, entre guillemets, c'est l'autre versant de la problématique en droit, en fait. C'est l'IA qui accompagne, mais l'IA qui pose aussi beaucoup de questions juridiques. Et ça, dans pas mal de domaines en droit, que ce soit la responsabilité et en l'occurrence les droits d'auteur. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'œuvres. Moi, je vais citer très rapidement, du coup, mais je ne sais pas si vous connaissez The Next Rembrandt, qui est, en fait, c'est assez magistral. Ça a été fait quand je n'étais pas encore juriste, mais j'étais impressionnée à l'époque,
C'est une équipe d'informaticiens et de chercheurs et d'historiens de l'art surtout, qui se sont regroupés et ils ont entraîné une intelligence artificielle à reproduire une œuvre qui est en fait l'œuvre qu'aurait probablement reproduit Rembrandt dans la continuité de son œuvre. On est proche de la patte graphique, en fait. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Oui, c'est un petit peu ça, c'est sur l'art. Et il en ressort une œuvre imprimée en 3D avec de la vraie peinture, mais avec exactement les méthodes de Rembrandt. Et ça, on retrouve, il y a d'autres exemples comme ça. Vous avez Edmond Bellamy, qui a été la première œuvre créée par intelligence artificielle à être vendue. Je crois que c'était plus de 400 000 $, donc c'est des sommes qui sont conséquentes. Et en fait, on a beaucoup de sujets en termes de droit d'auteur, c'est-à-dire qui va avoir la paternité de l'œuvre, est-ce qu'il va y avoir une paternité dans l'œuvre, et même s'il n'y a pas de paternité, est-ce qu'on peut quand même avoir une protection au niveau du droit d'auteur, et surtout au niveau européen, je me posais la question. Alors, ce débat, je l'ai déjà fait pas mal de fois parce que les gens imaginent tous que je suis vraiment un gars qui est du côté de la technologie et donc je vais dire aux gens qui possèdent des droits d'auteur que, en fait, ils sont du mauvais côté, etc. Je ne vous demande pas forcément de prendre un côté parce que moi-même, je suis assez objective. Ouais, non, mais j'ai pas de réponse à ça en fait. C'est vraiment compliqué parce que j'ai fait un débat chez, comment ça s'appelle, Mazars. C'était assez drôle parce que c'était un débat sur est-ce que les voitures molles de Dali sont soumises aux droits d'auteur. Dali n'a pas peint de voitures molles, mais des montres molles. Hein, et en fait, il y avait des avocats, moi je ne suis pas avocat, mais il y avait des avocats qui n'étaient pas d'accord entre eux sur ce sujet. Et la jurisprudence, c'est contradictoire. Alors, vous avez de la jurisprudence américaine et une jurisprudence japonaise, et qui disent des choses tout à fait contraires. Donc, c'est pas moi qui vais m'opposer à ça. Le seul point que je trouve intéressant, enfin, je trouve qu'il y a une réflexion intéressante, c'est en ce moment, et notamment dans le cadre de l'AI Act, il y a un certain nombre de représentants de droits d'auteur qui ont dit, en fait, le fait d'ingérer de l'art ou des choses qui sont soumises aux droits d'auteur dans la machine devrait faire l'objet d'une autorisation préalable de l'auteur, voire de paiement de droits d'auteur. Ça va très loin, là. Ben, c'est très présent, ce débat, en tout cas. Et ce qui a un peu refroidi, je pense, les gens qui sont les défenseurs de cette idée, c'est de leur dire, bah, ok, si vous faites ça, c'est sûr que là, ça va être Hollywood partout, quoi. Parce qu'en fait, eux vont pas faire ça, et donc les LLM vont être exclusivement alimentés par finalement du contenu hollywoodien, du Netflix et consorts, et donc notre culture va être écrasée, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé souvent avec des discussions à la SACD, des gens comme ça. Et ça, c'est un truc je pense, qui les déstabilise un peu. Ils se disent, ah bah tiens, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Donc c'est pour le moment, je pense qu'il commence à y avoir un peu un consensus sur le fait que c'est plus, désolé pour l'anglicisme, l'output plutôt que l'input qui doit être soumis aux droits d'auteur. C'est un débat qui va rester ouvert, je crois, Élise. Hein. Mais c'est des vrais sujets, en tous les cas, au sujet du droit. Non, il y en a énormément. Je suis assez d'accord. Alors, un dernier point, on a bientôt fini. Bientôt fini. Juste avant la conclusion, on va donner la parole à Jean-Jacques. On va rapatrier des micros. Tac, 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 tac. Jean-Jacques, ce n'était pas une forme de question, mais tu voulais nous partager une réflexion autour de tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on t'a mis en fin de soirée. Hein. C'était pour partager ça, avant qu'on partage une dernière conclusion avec Samia et Gilles. Oui, j'avais un point à aborder. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de dire qui tu étais. Parce que tu es une célébrité mayonnaise, mais peut-être que pas de tous. Donc, Jean-Jacques Perrin, qui est expert comptable honoraire, c'est comme ça qu'on le dit, hein. J'ai appris ça tout à l'heure. Tu es président aussi de structures sociales qui accompagnent nos aînés, on va dire. Personnes âgées et handicapées profonds. Voilà. Écrivain aussi. Et là, j'ai pas oublié la photo du bouquin, mais on la remettra au montage, Élise. Voilà. La business comédie. Oui, alors effectivement, en tant qu'amateur de la littérature française, j'ai quand même un peu souffert en fonction des acronymes et des mots anglais qui ont été cités, et quelquefois pire, les acronymes en anglais. Ça, c'était pour moi un littérateur. J'ai aucune excuse à cet égard.
Je vous en prie, c'est pour présenter. C'est gentil de faire de la publicité, mais enfin bon. C'est d'ailleurs le thème de bouquin n'est pas si loin de ce que l'on parle, parce que j'ai traité de l'intemporalité de la vie des affaires entre la comédie humaine et celle que j'ai vécue. Et en fait, c'est l'intemporalité des comportements humains, quels que soient les modes de fonctionnement et les outils utilisés. Donc on n'est pas loin de cette notion d'évolution de la pensée ou de l'évolution de la technique par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les comportements humains ne vont pas forcément beaucoup changer relativement à ça. Je ne sais pas. C'est une question. Alors j'avais deux réflexions à apporter. La première, c'est un paragraphe innovation progrès, et le deuxième, c'est savoir et connaissance. Innovation progrès, je m'appuie sur une réflexion de Michel Serres lorsqu'il constata à l'analyse de notre histoire l'importance de la découverte de l'imprimerie. Il nous précise qu'effectivement, saint Thomas d'Aquin, à la Sorbonne, faisait des cours, fort brillants, sans doute, mais la population était totalement ancrée intellectuellement sur la mémoire. Le fait d'avoir un outil, une innovation, alors ce n'était pas tout à fait une innovation parce qu'elle avait été créée antérieurement, mais le fait d'avoir cette innovation-là a permis donc à l'homme de se dégager de ses efforts de mémoire pour aller se consacrer à des efforts de recherche sur les documents. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que effectivement, cette invention-là a fait en sorte qu'au niveau du 20e, 21e siècle, les progrès de l'ordre de l'humain, les progrès humains ont été importants. Alors ma seule question, c'est de dire, est-ce que l'on peut appliquer cette image-là à l'intelligence artificielle et avoir cette espérance de notre vécu, à savoir que cette intelligence artificielle va-t-elle faciliter et à augmenter le progrès humain tel qu'on peut le souhaiter, parce qu'une innovation n'est rien et est nulle, et vous l'avez déjà abordé, sans la nécessité du progrès humain, du service à l'homme, en fait. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, et qui rejoint un peu des analyses que nous avons faites, et je vais citer Albert Einstein, je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains, le monde sera une génération d'idiots. Et là, c'est simplement le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance, le savoir, c'est effectivement tout ce que l'on peut connaître, et la connaissance reprend la capacité de l'être humain à interpréter, intégrer cette connaissance. Et on parle d'intuition, on parle d'imaginaire, on parle de tous ces éléments-là, et je ne suis pas certain que l'intelligence artificielle pourra participer à ce développement ou à cette mise en avant de ces capacités qui sont, à mon sens, aujourd'hui purement humaines, sauf à me démontrer que l'intelligence artificielle, à un moment donné, sera pleine d'intuition et pleine de perceptions sensitives et sensibles à la beauté en dehors de ces éléments-là. Et ça, je crois que c'est important, parce que aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une détérioration, une récession de l'individu dans la société. Les gens ne savent plus lire, les gens ne savent plus écrire, et je ne suis pas certain que les intelligences artificielles telles qu'elles sont présentées peuvent nous aider ou aider ces êtres humains à lire et à comprendre. J'en suis pas sûr. Elles facilitent beaucoup les tâches, mais je ne suis pas sûr de ça. Et la conséquence, c'est que aujourd'hui, j'utilise un tout petit peu ChatGPT parce que je fais beaucoup de rapports, de machins, de trucs, etc. J'écris un peu. Et je donne un conseil à Ellie: si par hasard tu utilises ChatGPT, n'oublie pas de corriger ChatGPT en faisant des fautes d'orthographe, parce que ChatGPT n'en fait pas, et que si tu veux paraître comme l'auteur du document, fais des fautes d'orthographe. Donc on arrive au paradoxe d'être obligé de réapprendre à faire des fautes d'orthographe pour pouvoir utiliser ChatGPT. Je termine par une plaisanterie. Merci Jean-Jacques. Une réaction, Gilles? Moi, je me pose un peu les mêmes questions. C'est-à-dire que déjà, notre rapport au progrès, effectivement, et qu'on différencie de l'innovation. C'est-à-dire que j'ai lu un petit bouquin, alors évidemment, c'est très marqué politiquement, mais ça m'avait intéressé. C'est un bouquin de François Ruffin qui s'appelle « Notre progrès et le leur », dans lequel il fustige la 5G, un certain nombre
d'innovation qui sont généralement d'ailleurs numériques au sens large. Et il y a un constat quand même qu'on peut faire, d'ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que dans les années 2000, il y avait une sorte de candeur utopique sur le fait que la technologie allait résoudre beaucoup de problèmes. La fin dans le monde, allait distribuer l'éducation à tout le monde. Internet a été quand même... ça fait quand même un certain nombre d'années que je me balade dans l'univers Internet. Et il y a un moment, on disait, les coûts de distribution sont marginaux, donc on va amener vraiment l'éducation à tout le monde. Ça a été une promesse. Au moins pendant 15 ans, on nous a bassinés avec ça. Et ça ne s'est pas passé. La réalité, c'est que ça ne s'est pas passé. Donc, et au-delà de ça, sur les enjeux de cognition, il est démontré que le fait d'avoir de la mémoire, et que la mémoire, c'est un muscle qui s'entraîne, en fait, c'est un facteur d'épanouissement, de bien-être. C'est horrible de dire ça, mais on est beaucoup, et moi le premier d'ailleurs, à avoir délégué notre mémoire à Internet. Voilà, c'est... Donc, ces trucs-là, ils sont là. Internet est là, mais il faut aussi admettre que ces biais-là, ils existent et en être conscient et potentiellement, à moyen terme, essayer de les corriger. Je veux dire, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est probablement quelque chose qui, en termes de santé publique, ressemble à la cigarette. C'est-à-dire que, empire. On voit tout un tas de problèmes, notamment dans les données d'épidémiologie aux États-Unis, qui se caractérisent comme étant des pandémies, en réalité, c'est-à-dire des maladies de masse. La prise de poids, très très importante sur les adolescents depuis 2012. Voilà. Au moment où les réseaux sociaux commencent à se massifier. Le sentiment de solitude. 60% des jeunes adultes et des adolescents disent souffrir régulièrement de solitude. La pratique sportive, qui baisse de façon extrêmement importante. 2 jeunes filles sur 3 ont consulté un site web pour savoir comment on se suicide aux États-Unis. Je peux continuer à vous faire le dessin du truc, mais c'est terrifiant en réalité. C'est vraiment... C'est quoi la moyenne de temps passé sur les réseaux sociaux aux États-Unis par les jeunes? C'est 2h40. Il y a un quintile, 20% des enfants qui passent plus de 6 heures sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est massif de chez massif. Et ça, c'est la technologie, c'est aussi l'intelligence artificielle qui crée de l'addiction. Et on ne peut pas ne pas nier ces choses-là. On va corriger ces trucs-là. Moi, je pense que la pire des choses à faire, c'est d'avoir des postures manichéennes, qui consistent à dire on va tout jeter. J'aimerais bien rencontrer Ruffin pour avoir une discussion sur son bouquin. Je me suis dit qu'un jour, je l'appellerais pour en discuter, etc. Et pour faire une longue réponse courte, moi, je pense qu'on est dans des cycles congratifiens. C'est-à-dire que depuis 40 ans, avec les révolutions conservatrices, on a dit on va tout déréguler, que les GAFAM ont été voir les régulateurs à Washington et dans le monde entier leur ont dit nous, on est le futur, vous êtes le passé, foutez-nous la paix. Et surtout, ne régulez pas. Et puis là, on commence à se dire, ils se sont bien moqués de nous, donc DSA, DMA, AI Act, DGA, RGPD, et ça n'est que le début. L'antitrust va se mettre en route, on va les couper en morceaux, ça va se passer. Tout simplement parce que, quelque part, j'ai une foi dans une forme de flèche du temps de la démocratie, et que quand un truc nous fait mal collectivement, on essaie de le corriger. Donc c'est peut-être que là où on n'est pas d'accord, mais je vois quand même ce truc être un peu en œuvre. Et il y a quand même, si on remet les choses dans l'ordre, une promesse extraordinaire de diffusion de la connaissance, de faire en sorte qu'on résoudre des mots importants. On est face à un truc qui s'appelle la transition environnementale. Ça va nous coûter 5 trilliards par an. On n'a pas cet argent. Le seul truc qui peut nous amener de la productivité et faire en sorte qu'on arrive à résoudre ça, c'est l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc on peut aussi le voir comme ça. Donc c'est une pièce qui roule, qui va peut-être tomber d'un côté ou de l'autre, mais ça dépend aussi des débats qu'on a ce soir et du fait qu'on se dit, quand on sort de là, on va faire en sorte qu'on pousse la pièce pour qu'elle aille plutôt du bon côté, je crois. Merci beaucoup à tous les 4 à nouveau.